Vous pensez que recevoir une amende de stationnement est la pire chose qui puisse vous arriver? Ou qu'une panne Internet temporaire est une forme de châtiment cruel et inhabituel? Ô pauvre âme douce et innocente! Le système judiciaire d'autrefois était un véritable parc à thème de cruauté créative. Un endroit où la justice relevait moins de l'équité que de la capacité à inventer la manière la plus humiliante, bizarre et carrément stupide de faire passer un message. Nous allons examiner 33 châtiments historiques si absurdes que vous serez reconnaissant que le pire que vous ayez à affronter aujourd'hui soit un email au ton sévère. 1. Vous vous réveillez après une nuit difficile, la tête qui cogne, en vous promettant que vous ne boirez plus jamais. C'est votre punition. Mais au bon vieux temps, il regardait en votre gueule de bois et disait « Ce n'est pas assez honteux ». Alors ils ont inventé la cape de l'ivrogne. Ce n'était pas une cape. C'était un énorme tonneau en bois, lourd, que l'on vous forçait à porter comme si c'était votre nouveau corps. Imaginez essayer de vaquer à votre journée enfermé dans un meuble Ikea mal fabriqué. Vous ne pouvez pas vous asseoir. Vous ne pouvez pas faire signe bonjour. Vous vous dandinez simplement dans la ville comme un pingouin misérable imbibé de vin, pendant que tous ceux que vous avez jamais connus montrent du doigt et rient. Ce n'était pas seulement une punition. C'était une déclaration à l'échelle de la ville que vous étiez officiellement l'ivrogne le plus idiot du coin. Et vous aviez le smoking en tonneau de chêne pour le prouver. 2. Vous pensez que l'enfant de votre voisin qui apprend la flûte à bec, c'est insupportable? Dans l'Allemagne médiévale, être un musicien exécrable n'était pas seulement agaçant, c'était un crime. Et la punition, c'était la flûte de la honte. Cet appareil était un chef-d'œuvre d'agressivité passive. C'était un dispositif métallique en forme de flûte qu'on verrouillait autour de votre cou en vous coinçant les doigts dans la position de « je ». On vous promenait ensuite à travers la ville, forcé d'avoir l'air sur le point de sortir la mixtape la plus brûlante du XIVe siècle, mais tout le monde savait que vous étiez incapable de jouer ne serait-ce qu'une seule note. C'était la mise à l'amende publique ultime, une façon pour toute la communauté de dire « S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, vendez votre luth et mettez-vous au tricot ». C'est, en gros, le premier cas dans l'histoire où l'on se fait cancel pour absence de talent. 3. S'endormir à l'église aujourd'hui vous vaut un coup de coude de votre conjoint. Dans l'Amérique coloniale, cela vous valait la visite de la police du sommeil. Sérieusement. Les églises avaient un type appelé un tithing man, dont le seul travail était de patrouiller pour repérer les gens qui somnolaient. Et il avait la boîte à outils la plus bizarre qu'on puisse imaginer. Il portait une longue perche. Si un homme dormait, bam, il recevait un coup sec sur la tête. Mais si une femme s'endormait, oh non, on ne peut pas frapper une dame. Il retournait la perche et la réveillait en la chatouillant doucement avec une queue de renard duveteuse fixée à l'autre extrémité. Je ne saurais trop insister là-dessus. Les hommes recevèrent le bâton à assommer, les femmes la baguette à chatouille. C'est le système de sécurité le plus hilarant par son inefficacité et le plus incompréhensiblement sexiste jamais imaginé. 4. Vous pensez que les procès humains sont compliqués? Préparez-vous pour New York Police Judiciaire, brigade des animaux de ferme. Dans l'Europe médiévale, on jugeait des animaux. Et pas pour rire. Je parle de procédures judiciaires à grande échelle avec avocats, juges et témoins. Un cochon est accusé d'un crime. Il a un avocat de la défense qui doit se lever et dire « Mon client plaide groin ». Des rats accusés de manger les récoltes étaient formellement assignés à comparaître au tribunal. Et s'ils ne se présentaient pas, ils étaient en outrage. Le meilleur, c'est un cochon en France qui, après avoir été reconnu coupable, a été habillé d'un véritable costume humain, avec un gilet chic, avant son exécution publique. Ils n'ont pas seulement puni le cochon, ils l'ont d'abord fait ressembler à un petit gentleman déshonoré. C'est un niveau de stupidité bureaucratique qui est honnêtement impressionnant. 5. Alors vous et votre meilleur ami avez un peu trop bu, et vous vous êtes battus. À l'époque, on ne vous laissait pas simplement dormir ça. On vous faisait régler ça, publiquement, et de façon embarrassante. Les violons de l'ivrogne étaient un dispositif destiné à 2 ivrognes bagarreurs. C'était une énorme planche de bois lourde qui vous verrouillait tous les deux ensemble, face à face, main dans la main.
Vous restiez coincé à fixer dans les yeux la personne que vous veniez d'essayer de frapper, à respirer son haleine alcoolisée, pendant des heures. C'est comme la séance de thérapie de couple la plus agressive du monde, mais pour des idiots. On vous force dans cette horrible étreinte intime de honte, incapable de bouger, incapable de vous échapper pendant que toute la ville se marre. Soit vous en ressortez meilleurs amis pour la vie, soit vous passez le reste de vos jours sobres à préparer une vengeance très élaborée. 6. Si vous étiez un brasseur médiéval et que votre bière avait le goût d'une eau de vaisselle sale, vous ne receviez pas simplement un avis à une étoile. Vous deveniez le divertissement de tout le village. D'abord, le Elkoner, officiel de la ville, en gros un snob de la bière employé par le gouvernement, goûtait votre brassin. Si c'était infect, vous étiez condamné à boire une quantité énorme de votre propre création dégoûtante. Vous deviez rester assis là et vous étouffer à avaler gallon après gallon de votre propre jus d'échec. Et les restes? Ils ne se contentèrent pas de les jeter. Ils vous les versaient sur la tête ainsi que sur votre maison. C'était un châtiment qui disait « Non seulement vous êtes un brasseur lamentable, mais maintenant vous, votre famille et toute votre maison allez sentir votre échec pendant une semaine. » 7. Les boulangers qui tentèrent d'arnaquer les gens étaient traités avec une justice culinaire similaire. Si vous vendiez une miche de pain trop légère, ils ne se contentèrent pas de vous infliger une amende. Ils faisèrent de vous la vedette d'un défilé. Un défilé d'immondices. Ils vous attachaient à un traîneau en bois, accrochaient beau la triste miche frauduleuse autour de votre cou comme une médaille d'infamie, puis vous traînaient dans les rues les plus boueuses, les plus crasseuses, les plus dégoûtantes de la ville. On parle ici de rues médiévales, qui étaient en gros des égouts à ciel ouvert. Vous étiez littéralement traîné dans la merde et les ordures, simplement parce que vous aviez voulu économiser quelques sous sur la farine. C'était une leçon commerciale puissante. Rognez sur votre produit, et nous vous traînerons dans de véritables excréments humains. 8. Oubliez la police de la mode. C'était la Gestapo de la mode. Au XIVe siècle, vous pouviez avoir de gros ennuis pour avoir des chaussures trop stylées. La mode, c'était une de ces chaussures délirantes appelées poulaines, avec des pointes ridiculement longues et effilées. Elles étaient tellement longues que certains hommes devaient attacher l'extrémité à leurs genoux juste pour marcher sans trébucher. Le gouvernement a vu ça et, au lieu de laisser les gens profiter de leurs chaussures absurdes, il a adopté des lois à ce sujet. Votre statut social déterminait la longueur légale de la pointe de vos chaussures. Un roturier? Vous aviez droit à une petite pointe tristounette de 15 cm. Un noble? Vous pouviez arborer une majestueuse pointe de 60 cm. Imaginez un garde vous arrêter, sortir une règle et dire « Monsieur, vos chaussures sont bien trop pointues pour un homme de votre tranche d'imposition. Je vais devoir vous dresser une contravention. » 9. Aujourd'hui, le football est une religion. Les gens se peignent le visage, donnent à leurs enfants le nom de joueurs et organisent toute leur semaine autour d'un seul match. Mais dans l'Angleterre du XIVe siècle, jouer au football pouvait vous faire jeter en prison. Le roi Édouard II l'a littéralement interdit. Pourquoi? Parce que cela détournait tout le monde de l'entraînement au tir à l'arc, qui était, vous savez, essentiel pour tuer des gens à la guerre. Le roi était en gros ce père grognon qui crie « Arrêtez de vous amuser et allez faire vos devoirs ». Sauf que les devoirs consistaient à tirer des flèches. Et le football médiéval n'était pas un jeu amical avec des règles. C'était une bagarre chaotique à l'échelle de la ville, où des centaines de personnes tentèrent de déplacer une vessie de cochon d'un bout de la ville à l'autre, brisant des os et déclenchant des émeutes en chemin. Alors vous aviez le choix, vous entraîner à tuer avec discipline ou vous faire enfermer pour avoir participé à un chaos sans discipline. 10. Qu'est-ce qui vous fait sortir du lit le matin? Pour des millions d'entre nous, c'est le café. Ce magnifique nectar sombre, vivifiant, qui donne la vie. Eh bien, dans l'Empire ottoman du XVIIe siècle, cette tasse matinale aurait pu vous faire exécuter. Le sultan Mourad IV détestait le café. Il le détestait d'une haine ardente. Il l'a déclaré illégal et a fait du fait d'en boire un crime passible de la peine capitale. Il se déguisait littéralement en roturier et errait dans les rues d'Istanbul, essayant de prendre les gens sur le fait en train de savourer tranquillement une infusion.
Imaginez un tel niveau de tyrannie mesquine. Le dirigeant d'un empire entier, jouant les agents secrets juste pour coincer quelqu'un en train de siroter un latte. C'était le Starbucks le plus dangereux du monde. Ce n'était pas seulement une guerre contre la drogue, c'était une guerre contre l'état d'éveil. 11. Bon, on a bien ri. Maintenant parlons des Romains. Quand ils décidèrent qu'une punition devait être absurde, ils y allaient à fond. Le châtiment pour avoir tué son propre parent, appelé poena kulei, est une recette de pure démence. D'abord, on vous battait à coups de verge. Ensuite, on vous cousait dans un énorme sac de cuir. Mais vous n'y étiez pas seul. Pour vous tenir compagnie, on y ajoutait un chien, un coq, une vipère et un singe. Oui, vous avez bien lu. C'est comme une arche de Noé mortelle sortie d'un cauchemar. Qui a inventé cette combinaison? Est-ce qu'il y a eu une réunion de comité? D'accord, le chien, c'est bien, mais est-ce assez chaotique? Ajoutez un serpent, et un singe qui hurle, et quelque chose qui chante à l'aube. Ensuite, ils jetèrent dans une rivière tout le sac d'horreur, grouillant, mordant, picorant. C'est un châtiment d'une créativité si follement insane qu'on en vient presque à respecter un tel engagement total envers la démence. 12. Si vous pensez que rester au pilori était terrible, laissez-moi vous présenter la version améliorée chinoise. La parade à la brouette. C'était réservé aux petits criminels sous la dynastie Qing. On vous verrouillait la tête et les mains dans un immense et lourd collier de bois appelé kang. Cette chose était si grande que vous ne pouviez même pas atteindre votre propre visage. Mais on ne se contentait pas de vous laisser là. On verrouillait la kang dans une cage, au sommet d'une brouette, puis on vous exhibait dans les rues de la ville pendant des jours. Vous étiez une exposition humaine et ambulante de l'échec. Vous ne pouviez pas manger, vous ne pouviez pas dormir correctement, vous deviez juste rester assis là pendant qu'un type vous promenait comme un bagage décevant pour que tout le monde vous montre du doigt, se moque de vous et vous balance probablement de vieux légumes. C'est l'humiliation publique, avec en prime le mal des transports. 13. Les Aztèques avaient une politique de tolérance zéro pour bien des choses, mais leur manière de traiter l'ivresse publique relevait d'une leçon magistrale d'escalade extrême. C'était, en gros, une règle des 2 avertissements venus tout droit de l'enfer. Pour une première infraction d'ivresse en public, on vous rasait entièrement la tête, puis on démolissait votre maison. Pas une amende, pas un avertissement. Ils la démolissaient littéralement. Vous vous retrouviez donc chauve, sans domicile, et probablement encore en gueule de bois. On pourrait croire que cela suffirait à vous apprendre la leçon. Mais si vous étiez assez idiot pour vous faire attraper une seconde fois, c'était fini. Pas de 3e chance. La sanction pour une seconde infraction, c'était tout simplement la mort. Ils n'avaient aucun sang-froid, aucun juste milieu. On passait de « tu es une honte » directement à « tu n'existes plus ». 14. Vous voyez ces horribles vidéos d'excuses que font les youtubeurs? Celles avec les larmes et les soupirs factices? Dans la France médiévale, ils avaient une version de ça, mais 1000 fois plus dramatique et humiliante. Ça s'appelait l'amende honorable. Si vous commettiez un crime grave, vous deviez jouer toute cette mise en scène théâtrale du repentir. On vous dépouillait jusqu'à ne vous laisser qu'une chemise, pieds nus, avec une corde de pendu autour du cou, et on vous forçait à porter une lourde chandelle allumée. Ensuite, on vous conduisait devant une église ou un tribunal, où vous deviez vous mettre à genoux et implorer publiquement le pardon de Dieu, du roi et de la justice elle-même. C'était une séance de supplication totale, chorégraphiée comme par des professionnels, conçue pour écraser entièrement votre ego devant tous ceux que vous connaissiez. 15. Vendre de mauvais produits est une tradition intemporelle. Mais dans certaines villes médiévales, si vous étiez un poissonnier qui essayait de vendre du poisson vieux et puant, la punition était brillamment écœurante. On ne se contentait pas de vous infliger une amende. On vous forçait à vivre votre propre fraude de façon profondément personnelle. Les autorités vous faisaient traverser la ville. Mais voici le détail qui tue. Elles suspendaient votre poisson pourri et malodorant juste sous votre nez. On vous obligeait à faire une longue et lente parade de honte, en étant asphyxié par l'odeur âcre de votre propre malhonnêteté. Impossible de nier avoir fait quoi que ce soit de mal quand la pièce à conviction principale pend à votre visage, agresse vos narines et annonce votre échec à toute personne dans un rayon d'une 15aine de mètres.
c'est l'odeur d'une justice pure, poétique. 16. Il faut qu'on parle de l'Athènes antique. Plus précisément, de ce qu'il faisait aux adultères. Si on vous attrapait, vous pouviez être soumis à un châtiment appelé raphanidosis. On dirait un terme médical sophistiqué, mais c'est bien plus bizarre. Le châtiment impliquait une humiliation publique à l'aide de... Un radis? Oui, un radis. Un des légumes les plus croquants et les plus inoffensifs de tout le bar à salade. Je ne vais pas entrer dans les détails crus de la façon dont il s'en servait, mais disons simplement qu'il était inséré à un endroit où un radis n'a rien à faire. On en vient à se demander quel était le cheminement de pensée, là. Qui a été le premier type trompé à se dire « Je sais ce qui va lui donner une leçon. Va me chercher un gros légume racine dans le jardin. » C'est sans aucun doute le châtiment le plus bizarrement spécifique et le plus absurdement agricole de toute l'histoire de l'humanité. 17. Imaginez la scène. Vous êtes dans la Perse antique. Vous avez été condamné à mort. Vous vous dites peut-être « D'accord, rapide et net, non ?» Faux. Les Perses avaient une méthode appelée scaphisme, ou les bateaux, qui est l'exécution la plus atrocement créative, interminable et répugnante jamais imaginée. On vous plaçait dans un tronc évidé ou entre deux petites embarcations, la tête et les membres dépassant. Ensuite, on vous gavait de lait et de miel jusqu'à ce que vous développiez une diarrhée explosive. On vous enduisait aussi de davantage de miel sur toute la peau exposée. Puis, on vous abandonnait dans un étang croupissant ou en plein soleil. Le cocktail lait-miel attirait tous les insectes à des kilomètres à la ronde. D'abord, ils se régalaient du miel. Ensuite, ils commençaient à nicher en vous, à vous dévorer vivant de l'intérieur, pendant que vous macériez dans votre propre crasse. Ce n'était pas une exécution, c'était une lente transformation en ruche d'insectes vivantes, respirantes et hurlantes. 18. Si vous trouvez votre patron dur, essayez donc de servir dans une légion romaine qui vient de perdre une bataille. La punition pour la lâcheté ne consistait pas seulement à vous virer. Elle s'appelait la décimation, et elle était brutale, froide et mathématiquement malveillante. Les commandants prenaient la cohorte déshonorée, divisaient les soldats en groupes de 10 et les faisaient tirer au sort. Le soldat malchanceux qui tirait le mauvais lot était ensuite battu à mort par les 9 autres hommes de son groupe, par ses propres amis, ses propres compagnons de tente. C'était une forme terrifiante de guerre psychologique dirigée contre leur propre armée. Non seulement elle punissait l'unité, mais elle faisait de chaque survivant un complice de l'exécution. C'est une stratégie de management qui dit « Les performances sont en baisse ce trimestre, donc 1 sur 10 d'entre vous sera assassiné par ses collègues. Maintenant, retournez au travail. » 19. Autrefois, la mort n'était pas toujours la fin de votre châtiment. Parfois, ce n'était que le début de votre nouvelle carrière en tant qu'épouvantail public. Cela s'appelait la mise en cage sur gibet. Après l'exécution d'un criminel, on plaçait son corps dans une cage métallique de forme humaine et on la suspendait à un gibet, ou potence, à un carrefour public. Et on vous y laissait simplement. Pendant des années, votre corps pourrissait, se faisait déchiqueter par les oiseaux et finissait par devenir un squelette cliquetant dans sa cage, se balançant au vent comme un sinistre rappel à tous les passants. Ne volez pas de moutons, ou vous finirez comme une pièce permanente d'art macabre au bord de la route. C'était une annonce de service public à long terme qui était aussi, accessoirement, une profanation de cadavres. 20. La vie en mer était dure, et les punitions l'étaient tout autant. Si vous faisiez une grosse bêtise sur un navire, vous pouviez être condamné à la traîne sous la quille. Ce n'était pas un sport aquatique amusant. On vous attachait une corde, on vous jetait par-dessus bord d'un côté du bateau, puis on vous traînait vers le bas, sous la quille, et on vous remontait de l'autre côté. Si vous aviez de la chance, vous vous noyiez simplement. Si vous n'en aviez pas, vous aviez droit à l'expérience complète. Le fond de la coque d'un navire était couvert de bernacles tranchantes et irrégulières, qui réduisaient votre peau et votre chair en lambeaux pendant qu'on vous y traînait. Vous entriez en tant qu'homme et vous ressortiez empâté pour poisson. C'était un châtiment qui combinait la terreur de la noyade avec la douleur d'être raclé vivant par une gigantesque râpe à fromage. 21. Les Vestales de Rome avaient l'un des meilleurs postes de la ville.
Elles vivaient dans le luxe, avaient des places au premier rang au Colisée et étaient traitées comme des rockstars. Mais il y avait une petite règle. Elles devaient rester célibataires pendant 30 ans. Si l'une d'elles brisait ce vœu, la punition était gênante. Parce qu'elles étaient considérées comme sacrées, il était illégal de verser leur sang. Alors, les Romains ont trouvé une faille. Ils emmenaient la Vestale coupable dans une chambre souterraine, lui donnaient une petite lampe, un peu de nourriture et de l'eau, puis la muraient à l'intérieur et l'enterraient vivante. Techniquement, ils ne la tuaient pas. Ils la mettaient simplement dans une pièce, puis enterrèrent la pièce. C'est le genre de logique bureaucratique sans âme que seul un avocat pourrait aimer. Nous ne l'avons pas assassinée, votre honneur. Nous avons juste fait en sorte qu'elle ne soit plus non souterraine. 22. Dans la société médiévale, le commérage était une infraction grave, surtout pour les femmes. Ici, l'humour s'efface parce que la punition sort tout droit d'un film d'horreur, Le mort de la mégère. C'était un terrifiant casque de fer, une cage verrouillée sur la tête d'une femme. Mais le pire, c'était une petite plaque de fer hérissée de pointes qu'on lui enfonçait dans la bouche, appuyant sur sa langue. Si elle essayait de parler, cela lui infligeait une douleur atroce. On la menait ensuite à travers la ville en laisse, comme un animal, pour que tout le monde se moque d'elle. Ce n'était pas une question de justice. C'était un dispositif de pure cruauté misogyne, conçu non seulement pour faire taire quelqu'un, mais pour le faire de la façon la plus terrifiante et humiliante possible. 23. Les puritains de l'Amérique coloniale n'étaient pas vraiment connus pour leur attitude « vivre et laisser vivre ». Et ils n'aimaient vraiment pas les Quakers. Alors, lorsque des Quakers se présentaient dans la colonie de la baie du Massachusetts, les punitions s'intensifiaient à une vitesse brutale. D'abord, on vous fouettait et on vous mettait dehors. Si vous reveniez, on vous fouettait encore et on vous coupait une oreille. Si vous étiez assez courageux ou assez idiot pour revenir une troisième fois, on vous coupait l'autre oreille. Et si vous n'aviez toujours pas compris le message après être devenu un messager de votre foi mutilé 2 fois, on vous perçait un trou dans la langue avec un fer brûlant. C'était un système d'intolérance religieuse littéralement inscrit sur les corps de ses victimes. 24. Nous jurons tous. Parfois vous vous cognez l'orteil, parfois votre ordinateur plante, et parfois vous avez juste besoin de lâcher un bon gros juron bien senti. Mais dans la Suède du XVIIe siècle, jurer pouvait vous valoir d'être affublé d'un nouveau bijou très bruyant et très agaçant. Ça s'appelait le collier de fer suédois. C'était un lourd dispositif en fer verrouillé autour du cou, souvent muni de clochettes, de sorte que vous ne pouviez même pas souffrir en silence. On vous forçait à le porter en public, avançant en tintant à travers le marché comme un bouffon de cour raté, annonçant à tout le monde que vous aviez la langue sale. C'est un châtiment qui dit « Puisque vous aimez tant faire du bruit avec votre bouche, tenez, ajoutons un peu plus de bruit à toute votre existence. » 25. Les puritains étaient les maîtres de l'humiliation publique, et ils adoraient y marquer les gens de leurs péchés, littéralement. Nous connaissons tous l'histoire de la lettre écarlate pour l'adultère, mais ils avaient tout un alphabet de la honte. Si vous étiez ivrogne, on pouvait vous obliger à porter une grosse lettre D sur vos vêtements, bien visible pour tout le monde. Pris à mentir, vous aviez le L. Et ce n'était pas temporaire. C'était une partie permanente de votre garde-robe. C'est comme être forcé de porter votre pire commentaire en ligne imprimé sur un t-shirt pour le reste de votre vie. Imaginez essayer de postuler à un emploi. Alors, Monsieur Smith, je vois d'après votre CV que vous avez de l'expérience en menuiserie, et je vois d'après votre énorme lettre D que vous appréciez un peu trop le cidre un mardi soir. 26. Guillaume le Conquérant aimait 2 choses, conquérir et les serfs. Et il ne voulait vraiment pas que qui que ce soit d'autre touche à ses serfs. Alors, il a instauré les lois forestières normandes qui étaient essentiellement une déclaration selon laquelle toutes les forêts et tout ce qu'elles contenaient appartenaient au roi. Si vous étiez un paysan affamé qui braconnait un cerf pour nourrir votre famille, la punition n'était pas une amende. C'était la mutilation. On pouvait vous couper les mains ou vous crever les yeux pour un cerf. C'est un niveau de réaction excessive vraiment à couper le souffle. C'est comme si votre colocataire mangeait votre pizza de la veille, alors vous brûliez sa voiture. Le message était clair, le dîner du roi valait infiniment plus que votre capacité à voir,
ou à tenir des choses pour le reste de votre vie. 27. Nous avons établi que les Égyptiens n'aimaient pas les menteurs. Mais leur châtiment pour le parjure, mentir sous serment, relevait d'un chef-d'œuvre de symbolisme sinistre. Si l'on vous attrapait en train de mentir devant un tribunal, c'était considéré comme une grave offense envers les dieux et l'ordre entier de l'univers. Leur réponse consistait à vous enlever les parties de votre visage associées à la perception et à la communication de la vérité. Ils vous coupaient souvent le nez et les oreilles. C'était une publicité ambulante et permanente, indiquant qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. Vous étiez physiquement marqué comme une personne dont la perception de la réalité était défaillante. Chaque fois que quelqu'un vous regardait, il ne voyait pas seulement un criminel puni. Il voyait une personne qui était littéralement disqualifiée par son visage pour être prise au sérieux à nouveau. 28. Dans le Japon féodal, un tatouage n'était pas seulement de l'art corporel. Il pouvait être une peine de prison à vie inscrite sur votre peau. Cette pratique, appelée irezumi, servait à marquer les criminels de façon permanente. Mais ils n'avaient pas droit à de cool dragons ou à des carpes koi. Ils se faisaient tatouer les symboles de leur honte directement sur le visage. Une punition courante consistait à tatouer une seule ligne sur le front. Repris une nouvelle fois, on ajoutait une deuxième ligne. Une troisième fois, on ajoutait une autre ligne pour former le caractère japonais signifiant « chien ». Vous deveniez, littéralement, un homme marqué. Ce tatouage était une condamnation à mort sociale. Il faisait de vous un paria, incapable de trouver du travail, incapable d'intégrer la société, à jamais marqué par vos erreurs. C'était une punition dont vous ne pouviez jamais vous défaire parce qu'elle vous fixait du regard dans chaque reflet. 29. Le cooking stool, ou ducking stool, était un type particulier de châtiment réservé surtout aux femmes jugées mégères, ou simplement indisciplinées de manière générale. Ce qui voulait probablement juste dire qu'elles avaient des opinions. L'appareil était simple, une chaise fixée à l'extrémité d'une longue poutre en bois montée sur pivot. On attachait la femme sur la chaise, puis on la plongeait à répétition dans la rivière ou l'étang le plus proche, pour le plus grand plaisir de la foule de la ville qui la huait. C'était comme un manège de parc aquatique médiéval, cruel, venu de l'enfer. Le but n'était pas forcément de la tuer, mais de l'humilier et de la demi-noyer jusqu'à la soumission. C'était une manière brutale pour la communauté de dire « Nous n'aimons pas les mots qui sortent de ta bouche, alors voici toute une rivière pour te faire taire. » 30. L'empereur romain Auguste était obsédé par la réforme morale, et pour une raison quelconque, il détestait vraiment les célibataires. Il voyait les hommes non mariés comme des tire-au-flanc égoïstes qui ne faisaient pas leur devoir patriotique de fabriquer davantage de petits Romains. Il a donc fait voter des lois pour les punir du crime d'être célibataires. Si vous étiez un homme non marié d'un certain âge, vous étiez frappé de taxes spéciales. Il vous était interdit d'hériter de biens provenant de quiconque en dehors de votre famille. Et pire encore, vous n'aviez pas le droit d'assister aux jeux publics et aux fêtes. Oui, il les punissait en leur retirant leur pain et leurs jeux. C'est un niveau d'ingérence de l'État, à la fois hilarant et terrifiant. Imaginez que votre gouvernement vous inflige une amende parce que vous n'avez pas mis à jour votre profil Tinder récemment. 31. Dans l'ancienne religion du zoroastrisme, les cadavres étaient considérés comme incroyablement impurs. Toucher un corps était un immense tabou, mais il fallait bien que quelqu'un les déplace. Ils avaient donc une règle, 2 personnes devaient y porter un corps. Si une seule personne était assez folle ou assez désespérée pour le faire seule, elle était considérée comme profondément souillée. Et la punition était délirante. On parle de milliers et de milliers de coups de fouet. C'était une peine si sévère et si disproportionnée qu'elle est difficile à concevoir. C'est une punition pour avoir enfreint une règle religieuse qui n'a rien à voir avec le fait de nuire à une autre personne. Et pourtant, elle était plus violente que la punition infligée pour de nombreux crimes réels. C'était une peine brutale pour ce qui était essentiellement une infraction aux règles de santé et de sécurité commises par une seule personne. Temps 2. La plupart des punitions sont assez simples. Elles s'en prennent à votre corps ou à votre liberté. Mais les Vikings, dans leur infinie sagesse barbue, ont inventé une punition qui vous tuait
sans jamais poser un doigt sur vous. Ils vous effaçaient simplement de la société. Dans la culture viking, où l'honneur valait plus que l'or, le pire destin imaginable était d'être déclaré hors la loi. Ce n'était pas simplement être un homme recherché. C'était une condamnation à mort sociale et juridique totale. Dès l'instant où la déclaration était prononcée, vous étiez légalement considéré comme mort. Vos biens étaient confisqués, vos liens familiaux étaient rompus, et voici le clou du spectacle. N'importe qui, n'importe où, pouvait vous tuer sans aucune conséquence juridique. En fait, on les applaudissait souvent pour l'avoir fait. Vous étiez instantanément transformé en fantôme, en cadavre ambulant, forcé de fuir dans la nature et de vivre dans une terreur constante à l'idée que votre ancien voisin puisse vous traquer pour le plaisir. C'était une punition qui ne se contentait pas de vous enlever votre liberté. Elle vous ôtait votre identité même, faisant du monde entier votre bourreau potentiel. 33. Et pour finir, parlons d'une punition que vous connaissez peut-être vraiment, mais dont vous ne réalisez probablement pas à quel point elle était absurdement courante. Vous avez entendu l'histoire de Jean Valjean dans Les Misérables, n'est-ce pas? Le type qui vole un pain et se prend une peine de prison ridiculement longue. Ce n'était pas seulement un ressort d'intrigue, c'était une réalité horrifiante dans la France du XVIIIe siècle. Pour un crime aussi mineur que voler de la nourriture pour survivre, le système judiciaire pouvait vous condamner aux galères. Ce n'était pas simplement la prison. C'était être physiquement enchaîné à un énorme aviron, sur un navire de guerre, et contraint de ramer jusqu'à ce que vous mouriez ou que votre peine soit purgée, ce qui pouvait durer des années. Vous deveniez une pièce de machine humaine, un esclave de l'État, enchaîné à côté de véritables meurtriers et de criminels violents, tout ça parce que vous aviez faim. C'est une punition tellement disproportionnée qu'elle en devient presque de la comédie noire. L'État ne voulait pas seulement vous punir d'être pauvre, il voulait littéralement exploiter votre pauvreté pour obtenir une puissance navale à bon marché. Et voilà. La preuve que le système juridique de nos ancêtres a été conçu par un comité de fous. Alors voici une question. La société moderne a ses propres crimes, comme des PDG causant d'immenses dégâts environnementaux. Devrait-il goûter à une dose de justice à l'ancienne, comme être promené dans les rues dans la honte? Que le débat s'enflamme dans les commentaires. Si cela vous a plu, mettez un like, et pour encore plus de folie historique, abonnez-vous et activez la cloche.